Un petit peu. Vas-y. Voilà, je vais déjà vous demander de nous rappeler peut-être votre nom, votre prénom et votre poste Voilà, au sein de je l'entreprise. m'appelle Ludovic Duclas, je suis surveillant à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan depuis 1993. Je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en 1987. D'accord. Et donc au niveau de la CGT, un petit peu comment ça se passe au niveau national et ici, quel est votre rôle, comment ça se passe? Bon voilà, ici je suis secrétaire local du CP de Gradignan. Je représente environ un tiers du personnel de l'établissement. Sachant qu'au niveau national, nous sommes le deuxième syndicat de du ministère de la Justice. Au niveau régional, nous avons aussi une structure qui quantitativement représente à peu près en proportion ce que nous représentons sur l'établissement. D'accord. Moi, je voulais vous parler un petit peu, donc, quand on avait parlé justement du film de Stéphane Mercurio, ça va être essentiellement axé là-dessus. J'ai vu que Jean-Marie Delarue, justement, était venu en 2009 ici à Gradignan. Oui, Est-ce que vous pouvez me dire ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé, justement? absolument rien. En fait, la maison d'arrêt de Gradignan était prévue pour la destruction. Un nouvel établissement devait être construit sur le domaine. Or, il s'avère que depuis le mois de septembre, le projet a été reporté au plan triennal, c'est-à-dire à 3 ans. Enfin, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'un projet reporté d'une telle importance, c'est un projet qui ne verra pas le jour. Le problème qu'on a à la maison d'arrêt de Gradignan, c'est que depuis la venue de M. Delarue, les conditions se sont énormément dégradées. Puisque la construction devait avoir lieu, aucun travaux n'a été fait sur la structure et c'est une prison qui est en train de se baumétiser. D'accord. Vous avez des exemples justement par rapport à... Oui, on a des exemples flagrants. Par exemple, la cuisine du quartier A qui normalement qui fonctionnait et qui a été arrêtée suite à l'intervention de la commission de sécurité qui avait demandé à l'époque la fermeture immédiate de l'établissement parce que c'était une bombe ambulante. Il y avait des conduites de gaz qui étaient attaquées par de l'acide, c'était une catastrophe. Donc la cuisine a été arrêtée, sachant que la prison devait être démolie, ils ne l'ont pas refaite et ils ont fait une cuisine en préfabriqué, mais alors une cuisine qu'ils n'ont pas achetée, que l'administration a louée pour la somme de 600 000 euros par an et qui n'est absolument pas conçue pour faire 700 repas par jour. Il faut savoir que dans cette cuisine, il y a du personnel, il y a des détenus, qu'actuellement elle est tellement bien isolée que dans une cuisine, tout fourneau allumé, il fait 11 degrés, que les agents travaillent avec des doudounes, que les détenus travaillent avec des bonnets et des gants pour faire la cuisine, et que les conditions d'hygiène sont lamentables. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a aussi les cellules qui sont dans un état pitoyable, avec des infiltrations d'eau, avec des conditions sanitaires terribles. Et puis, ce qui est venu se rajouter à ça, c'est la surpopulation carcérale. Savoir qu'actuellement, on est en train de tripler les cellules sur la maison d'arrêt. Oui, j'ai vu que des lits avaient été ajoutés dans les cellules. Des lits, alors non, les lits n'ont pas été ajoutés, c'est-à-dire que les cellules sont trop petites, elles font 9 mètres carrés sur la maison d'arrêt, puisque c'est un établissement qui date des années 70, et elles font 9 mètres carrés, déjà elles sont pas aux normes par rapport aux règles pénitentiaires européennes, et on rajoute un troisième détenu qui dort par terre, c'est-à-dire qu'on lui met un matelas par terre en fait. D'accord. Voilà. On ne peut pas, par manque d'espace, on ne peut pas rajouter de lit. C'est-à-dire que dans les cellules actuellement, vous avez un lit superposé pour 2 détenus et un détenu qui dort par terre. Alors c'est pas généralisé dans toutes les cellules, hein, mais c'est en train de se multiplier parce qu'on a un taux d'occupation actuellement dans l'établissement qui est de 169%. Voilà. C'est quelque chose de général À pas à toutes les prisons, aux maisons d'arrêt en particulier. Les établissements pour peine ne sont pas touchés, justement parce qu'il y a des quotas et ils n'y touchent pas. Mais par contre, les maisons d'arrêt sont surpeuplées et sont surpeuplées de gens qui sont incarcérés un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et également par des gens qui sont condamnés, qui ne devraient plus être en maison d'arrêt, mais qui, par manque de place dans les établissements pour peine, sont obligés de rester chez nous. D'accord. D'accord. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de mouvements de grève cette année, au mois d'avril notamment. Mhm. Je
je veux savoir un petit peu si vous avez joué un rôle là-dedans et si c'était plus pour les détenus, pour les surveillants. En principe, nous, on représente le personnel de surveillance. Donc, quand on fait un mouvement de protestation, c'est pour défendre le personnel. Mais il faut savoir que dans la pénitentiaire, souvent, les conditions de détention des détenus sont liées aux conditions de travail du personnel. Ça, c'est quelque chose que le personnel a intégré depuis très longtemps, que l'on sait et qu'on revendique également. Parce que quand les conditions de détention sont correctes pour les détenus, le travail est correct pour le surveillant. Ça va de pair obligatoirement. Après, il y a des revendications qui sont plus statutaires et financières, mais qui concernent particulièrement le personnel de surveillance, et on en est là actuellement. C'est-à-dire qu'on a des gros problèmes d'effectifs dans les établissements. On a parlé des Baumettes tout à l'heure, où il manque pratiquement une centaine de surveillants. Ici, sur la maison de Barré de Bordeaux, il nous en manque une vingtaine. Alors, pour toute proportion gardée, c'est quand même important sur un service. Et puis, il y a également l'indemnitaire, où on demande quand même à avoir véritablement la parité avec la police, puisque ça avait été un vœu de l'ancien gouvernement, que nous soyons une administration qui ait la parité avec la police, la troisième force de l'ordre, c'est s'acharner à le dire. Seulement, dans les faits, on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que nous, on réclame la catégorie B au niveau de la CGT, on réclame une revalorisation de la grille indiciaire et des primes inhérentes. Et vous souhaitez le partage avec la police au niveau de la surveillance Non, pas du tout, pas du tout. C'est uniquement sur le statutaire et l'indemnitaire. Les métiers sont complètement différents. Et je veux dire, un policier dit qu'il ne voudrait pas faire notre travail et vice-versa. Et justement, par rapport aux conditions de détention, comment ces conditions qui sont souvent exécrables jouent un rôle sur les conditions de travail des surveillants? Bon, déjà, la promiscuité fait que les tensions s'exacerbent. Je veux dire, les détenus, il est évident que quand vous avez 3 personnes qui sont enfermées dans 9 mètres carrés, 22 heures par jour, il est évident que vous en faites à un moment donné des bêtes fauves ou vous en faites des légumes. Il n'y a pas 36 solutions. Nous, travailler avec des légumes, c'est pas notre intérêt, et c'est pas notre métier non plus. Et le problème, c'est que travailler sous tension, c'est pas non plus notre rôle, quoi. Je veux dire, on est en première ligne. Quand un détenu s'énerve, s'en prend à quelqu'un, il s'en prend au personnel de surveillance ou à ses co-détenus. Et nous, on est là pour faire respecter l'ordre et la discipline dans les établissements. Donc, il n'est pas acceptable qu'ils s'en prennent entre eux, avec des co-détenus, ni qu'ils s'en prennent au personnel. Après, on essaie de faire notre travail le mieux possible dans les conditions dans lesquelles on travaille. Quand vous avez un seul surveillant pour une centaine de détenus, que vous n'avez pas de douche en cellule, que vous avez des conditions sanitaires exécrables, je peux vous dire que le surveillant, au bout de la journée, il en a plein les bottes, quoi. Il en a plein les bottes. Autant au niveau de l'hygiène qu'au niveau de la façon de travailler, etc. Ça influe sur sa relation avec les détenus? Ça influe, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir une écoute totale avec les détenus. Quand vous êtes seul et que vous avez 100 personnes à vous occuper avec chacun ses problèmes, vous pouvez pas sur une journée, sans compter le travail que vous avez à effectuer sur un étage. C'est impossible. En fait, là, on est vraiment rendu au rôle que l'on avait autrefois dans la pénitentiaire, au rôle de porte-clés, quoi. On ne peut pas faire autrement. Et vous savez, la mentalité du personnel de surveillance, moi j'ai connu les années 80 où c'était très rigide et très sécuritaire, etc. Le métier a évolué, seulement on ne nous a pas donné les moyens de suivre cette évolution. D'accord. Et le problème, c'est le manque d'effectifs au niveau des surveillants. Est-ce que c'est pas aussi la surpopulation dans le sens où il y a des courtes peines qui pourraient éventuellement être... Ça complètement. En liberté surveillée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en prison qui rien à y faire, et d'autres qui ne devraient plus être en maison d'arrêt, qui devraient être en établissement pour peine et qui continuent à être en maison d'arrêt parce qu'il n'y a pas de place dans les établissements pour peine. Par contre, le vœu de notre ministre apparemment est de multiplier les peines qui se substituent à l'enfermement. Moi, mon syndicat est tout à fait d'accord avec ce discours-là. Seulement, on a un deuxième problème, c'est que pour substituer les peines d'enfermement, il faut aussi des moyens. Il faut des personnels socio-éducatifs et il faut du personnel de surveillance, puisque les personnels de surveillance s'occupent des bracelets électroniques, etc. Et le problème, c'est que le discours de notre ministre est de dire qu'elle veut augmenter les peines qui se substituent à l'enfermement, mais avec quels moyens? On n'a aucune vision là-dessus. Aucune. D'accord. Il n'y a aucun chiffre qui n'est... Rien du tout.
Sachant que le budget 2013 étant voté, que les enveloppes pour le ministère de la Justice est assez conséquent, mais pour l'administration pénitentiaire est encore une peau de chagrin, que les recrutements se font au compte-gouttes, on a un avenir plutôt sombre à ce niveau-là. Justement, vous parlez d'enveloppe. L'argent qui est alloué à la rénovation des bâtiments est le même que celui qui est alloué... Non, pas du tout. Ce sont des enveloppes différentes. Le problème, c'est que les budgets 2013 est voté, que les enveloppes sur les améliorations des établissements nous ont jamais été communiquées. On ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que l'argent qui était dévolu à la construction des anciens établissements, qui s'élève à peu près à 342 millions d'euros, a été restitué à Bercy. Donc est-ce que Bercy va rendre cette manne financière à la direction de l'administration pénitentiaire pour qu'elle puisse au moins faire les travaux les plus urgents dans les établissements qui en ont besoin? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est le flou artistique. Et je pense que même au niveau du garde des Sceaux, je pense qu'en plus c'est une décision qui doit se prendre collégialement avec Bercy, le ministère de la fonction publique et le ministère de la justice. Et je pense qu'eux actuellement ne savent pas non plus. Donc je pense que les discours de Mme Taubira sont des discours de bonnes intentions, mais qu'au niveau des faits, on attend pour voir. On a tellement été déçus dans cette administration que maintenant on ne rêve plus. Moi j'avais une autre question qui pour le coup concerne plus les détenus. Est-ce qu'il y a un réel travail de réinsertion en prison ou pas? Bon, ça c'est un doux rêve. Normalement ça fait partie de nos missions. Nos missions sont la garde, l'entretien et la réinsertion. La garde, on l'effectue, l'entretien, on l'effectue plus ou moins bien. La réinsertion, il n'y a qu'à voir le taux de récidive. Ça parle de soi-même. Alors on a monté une structure ici sur l'établissement qui s'appelle le CPA. C'est le Centre pour peine aménagée, qui prépare à la sortie. Donc c'est une structure qui a reçu une dizaine de détenus et qui les aide dans leur démarche à la NPE, recherche d'emploi, présentation, etc. Ça touche une dizaine de détenus et c'est ouvert depuis 1 an et actuellement ils ont du mal à recruter des détenus parce que sur le système du volontariat ils ont du mal à recruter des détenus volontaires pour ça. Sachant que ça prend une dizaine de détenus, pas uniquement sur l'établissement, sur toute la région. Et même sur toute la région, ils ont du mal à trouver la dizaine de détenus pour faire les sessions. Ce sont des sessions de 2 mois et ils ont du mal à les trouver. D'accord. T'as d'autres questions? Bon, écoute, ça va. Moi j'en ai encore. Mais allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a une réelle différence au niveau des revendications entre les syndicats, entre les différents syndicats, à la fois au niveau national et à la fois au niveau... Alors au niveau national, oui, il y a des différences sur le statutaire et l'indemnitaire. C'est clair. Nous réclamons, la CGT, nous réclamons la redéfiscalisation des heures supplémentaires, parce qu'on s'est rendu compte que chez les CRS, on avait conservé la défiscalisation parce qu'on les obligeait à faire des heures supplémentaires, et nous c'est le cas. On nous oblige à faire des heures supplémentaires et en plus elles sont programmées chez nous, ce qui est encore pire. Donc nous avons fait une demande auprès de Mme Taubira qui, une fois de plus, ne s'est pas montrée contre ce projet. Maintenant, voilà, c'est le financement qui... Donc là, nous avons une réelle différence entre les syndicats nationaux. Également sur la façon peut-être de percevoir la population pénale. À la CGT, nous avons un côté humaniste un peu plus poussé que les autres syndicats qui sont plus corporatistes que nous. Il faut savoir que les autres syndicats, ce sont des syndicats uniquement de personnel de surveillance. Nous sommes un syndicat multicatégoriel, c'est-à-dire que nous regroupons les personnels de surveillance, les personnels techniques, les personnels administratifs et les personnels socio-éducatifs. Savoir que les personnels socio-éducatifs dans l'administration pénitentiaire sont majoritairement des gens de la CGT. Donc ça nous ouvre d'autres horizons en tant que personnel de surveillance, et autant à nous qu'au personnel socio-éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le même métier, mais on se rejoint sur beaucoup de choses. Et c'est très intéressant par rapport à cela. Après, les différences réelles sont pas si grandes que ça, je veux dire. Après, le manque de personnel, et des choses comme ça, je crois que c'est commun à tous les syndicats. Localement, c'est la même chose. Localement, il y a un réel travail unitaire. il y a un travail unitaire de temps en temps.
avec parfois quelques tiraillements syndicaux, mais bon, ça a été le jeu de l'administration pendant des années de diviser pour mieux régner. Voilà. Alors, je vous amène un tract de FO, je ne sais pas si vous avez pas envie de réagir dessus. Eh bien, allez-y, montrez-moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. Alors, ça nous a un peu étonné. West of Polar Archive. Oui, alors déjà le titre. Voilà. Je ne ferai jamais des titres comme ça, je vous rassure. Décisionnaire, l'administration qui, une fois de plus, nous montre leur visage en mettant en place une tarification de cantine nationale à un prix défiant toute concurrence pour les crapules qui remplissent nos détentions. Les mots sont immondes. Je veux dire, un tract syndical comme ça, c'est scandaleux. Et apparemment, c'est vraiment au niveau national. Oui, secrétaire général adjoint, oui. Mais le problème de Force Ouvrière, c'est que Force Ouvrière, aux dernières élections, qui était deuxième syndicat d'administration, s'est fait bananer par la CGT. Or, il s'avère il y a eu une réforme de la représentativité syndicale au niveau national voulue par Sarkozy. Et il s'avère que maintenant, FO ne peut plus signer aucun... avant, ils pouvaient signer n'importe quel décret ou des choses comme ça seuls. Ils ne peuvent plus le faire. Il n'y a plus que les autonomes et la CGT qui peuvent le faire. Et je pense que FO a besoin de vivre et de faire de la surenchère. Quoi. En fait, ça, c'est immonde. Quoi. Alors même que la souveraineté des personnes... Alors ça, c'est justement de la surenchère, c'est, comment dire, c'est... Je pense que c'est de la récupération pour le personnel de surveillance. Parce que, je vais vous dire, ce genre de discours, il y a du personnel de surveillance qui adhère tout à fait. Quoi. Il y a des extrémistes chez nous comme partout. Hein. Alors, ayant quand même pas mal d'années pénitentiaires, ça fait quand même 26 ans que je suis dans l'administration, ça a tendance à s'inverser quand même. Moi, je suis rentré à une époque où... c'était la gifle et le coup de pied au cul quoi, qui faisait marcher la boutique. Ça a bien changé, heureusement. Il y a eu un renouvellement du personnel, etc. Et les agents ont aussi évolué dans leur métier. Quoi. Tout à fait. Moi, j'ai pas du tout le même métier. Je ne fais pas du tout le même métier actuellement que ce que je faisais il y a une vingtaine d'années. Ça n'a absolument rien à voir. Même si je suis dans la même structure. Ça n'a absolument rien à voir. Mais justement, du coup, vous êtes un peu obligé, en quelque sorte, pas forcément de faire le même, mais votre métier, du coup, est caché par la surpopulation. Non, on peut dénoncer. Vous êtes gardien des clés, en fait, voilà. à cause des populations. Oui, mais on peut dénoncer les carences de l'administration pénitentiaire, et il y en a beaucoup, sans rentrer dans ce genre d'insultes ou insulter la population pénale, on n'a jamais rien amené. Hein. Je veux dire par là que nous, on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour garder des gens qui ont été jugés, ou qui sont en attente d'être jugés. Il ne faut pas confondre. Je veux dire, ça c'est une confusion, je veux dire, de quel droit un représentant syndical national se permet de traiter les gens de racailles, de crapules, de choses comme ça. C'est inadmissible, quoi. Je veux dire par là, moi j'avais 16 février 2012, j'avais jamais vu ce truc-là. Je sais qu'il y a eu un problème par rapport à ces cantines-là quand ça a été mis en place, parce que c'est vrai que pour des gens comme vous et moi qui allons faire les courses à l'extérieur, on ne paie pas le prix qu'eux payent. Quoi. Ils ont une centrale d'achat qui est vraiment faramineuse. Sachant quand même que la différence de prix, c'est l'administration qui la règle, c'est-à-dire nos impôts. Il y a une différence de salaire aussi. C'est détenus travaillent en prison, certains détenus travaillent en prison, mais c'est... Ah oui, le salaire est minime, je le conçois. En même temps, c'est un peu difficile pour certaines personnes, et moi je peux le concevoir aussi, parce qu'il ne faut pas croire que les agents ils roulent sur l'or. Quoi. Un agent, si vous voulez enlever ses primes indemnitaires, il touche à peine un peu plus du SMIC. Hein. Moi je vous prends mon cas personnel, j'ai 25 ans d'établissement, je gagne 2000 € par mois. Je veux dire par là, dans n'importe quelle entreprise qui arrive à surnager actuellement, les salaires sont autres quoi, pour quelqu'un qui a une ancienneté de 25 ans. Hein. Il faut vraiment avoir la fibre pour rester dans cette administration, pour vouloir y rentrer. Hein. Il faut vraiment galérer. Quoi. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours respecté mon métier parce qu'il m'a fait manger, mais en fait les conditions de travail sont terribles et puis on n'est pas valorisé, quoi. Pas du tout. Pas du tout même. Alors je peux comprendre qu'il y ait des gens qui après protestent sur ce genre d'initiative. Après, c'est les termes qui sont employés qui moi me... Est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter? Oui, j'ai déjà eu envie. Oui. Après, il faut voir aussi dehors, puis il ne faut pas cracher dans la soupe. On a quand même, même si on ne gagne pas notre vie comme on voudrait la gagner, on a un toit, on mange. On a un boulot, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas dire la même chose. Quoi. Donc il y a cet avantage-là. Mais ça serait à refaire, j'aurais 25 ans de moins, je pense que je ferai autre chose.
Qu'est-ce qui fait justement qu'on devient agent pénitentiaire, enfin, surveillant pénitentiaire? L'alimentaire surtout. L'alimentaire C'est quelque chose qui est très général. Oui, c'est très général. Et moi, à l'époque où je suis rentré, c'était pas vraiment le cas. Moi, j'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps, en fait. Et quand je suis rentré dans l'administration, je travaillais 2 fois moins. Je gagnais moins, mais je travaillais 2 fois moins. Après, ce sont des choix de vie, quoi. Voilà. Moi, j'ai voulu favoriser ma vie familiale plutôt que voilà, ma réussite professionnelle, quoi. Parce que ce sont des choix de vie, il ne faut pas les regretter. Je ne regrette pas du tout ça. Ce que je regrette. Vous faisiez quoi avant? J'étais cuisinier. Cuisinier. Enfin, je suis toujours cuisinier, quand on l'est, on le reste. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé du coup. Non, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs. Excusez-moi. Je regarde si j'ai pas. Ouais, ça c'est un truc de fou, et ça je me rappelais pas, mais j'ai dû le. Enfin, je sais pas, j'ai dû le zapper parce que je lis pas tout ce qui sort est faux en fait. Mais ça c'est un truc de malade, quoi. Ouais, c'est assez choquant. Ouais, complètement. Ouais. Enfin, la CGT, vous ne verrez jamais un tracte comme ça. Jamais. Jamais. Même si parfois on peut être dur dans les tracts, mais parce que c'est insulter les gens, quoi. Je veux dire, carrément. Puis... Non, pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Non, puis bon, on n'a pas traité les gens comme ça, on n'est pas juge, non. On n'est certainement pas juge, heureusement d'ailleurs. Alors, c'est pas du tout pour faire de l'amalgame sur les surveillants pénitentiaires, je présume que comme dans tous les métiers, il y a des gens très différents. Oui. Mais on a pu avoir des témoignages de détenus qui nous disaient il y a parfois des petites pressions tous les jours, comme j'ai rendez-vous au parloir, mais on refuse de l'emmener, etc. Ou pas de téléphone. Est-ce que c'est des choses qui existent aussi? Oui, ça peut exister. Je pense que ça peut exister. Après, il ne faut pas en faire une généralité. Ouais. Je veux dire, la prison en interne, c'est pas ce qu'on voit à la télé, ni ce que l'on peut raconter. Alors, qu'il y ait des cas un peu litigieux, oui, comme partout. Après, moi, j'estime que le personnel pénitentiaire fait un boulot, mais faramineux, autant au niveau du socio-éducatif que de la garde et de la sécurité avec des moyens lamentables, quoi. Je trouve que le personnel, dans sa grande majorité, sont vraiment des gens respectables et à respecter. Ce qui n'est pas toujours connu du grand public, malheureusement, mais après qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des gens qui fassent les cow-boys à l'intérieur, ça évidemment, mais ça on ne pourra pas l'empêcher, ça existe dans tous les corps de métier. Vous prenez un petit chef d'atelier dans une usine ou un policier qui fait du zèle sur le bord de la route, je veux dire, c'est exactement la même chose à l'intérieur. Mais il ne faut pas généraliser, la grande majorité du personnel de surveillance n'est pas comme ça. Est-ce que les détenus ont des moyens de dénoncer les pressions de certains surveillants? Oui, ils ont des moyens, certains le font, certains ont peur de le faire, parfois c'est suivi des faits, parfois non, c'est très... Vous savez, on parlait de l'armée, autrefois on disait la grande muette, c'est un peu ça la prison, hein, vous savez, en principe, il y a une vieille rengaine en prison, tout ce qui reste à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur doit rester à l'intérieur. Alors c'est en train d'évoluer, mais bon, je veux dire, l'administration pénitentiaire telle qu'elle existe depuis le 19e siècle, donc faire changer les mentalités, faire changer les fonctionnements, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et je trouve, moi je vous dis franchement, en 25 ans, je trouve déjà qu'on a énormément évolué. Et dans les têtes et dans la façon de travailler. D'accord. Comment vous voyez l'avenir, autant du point de vue des détenus que des surveillants? Ben, écoutez, moi mon avenir, dans 4 ans je suis à la retraite, tant mieux. Elle sera bien méritée, je pense. L'avenir de la prison... Tant d'un point de vue judiciaire que sociétal? Le problème qu'a l'administration pénitentiaire, et ça c'est le problème des prisons, c'est-à-dire que nous sommes une administration qui ne rapporte pas d'argent et qui en coûte. Donc, on ne sera jamais une administration qui sera prioritaire s'il y a des efforts à faire. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est arrivé un peu à un point de rupture. Il y a énormément d'incarcération, je pense qu'on est à 67 ou 8 000 détenus en France, ce qui est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Qu'un détenu coûte environ entre 15 et 20 000 euros par an, tout compris, c'est-à-dire en comptant le personnel qu'il faut payer, les structures, etc., l'entretien, les frais judiciaires, tout ce que cela comporte. Un détenu en moyenne coûte entre 15 et 20 000 euros par an. Pour 68 000 détenus, je vous laisse faire le calcul, mais le chiffre est énorme. Et que la crise qu'on traverse actuellement ne va pas permettre de continuer comme ça longtemps, quoi. Donc on en revient à ce que disait Madame Taubira sur les peines de substitution à l'incarcération,
qui effectivement coûte moins cher, un bracelet électronique, et le personnel qui s'en occupe coûte moins cher, mais bon, je j'ai pas de vision très rose de l'administration pénitentiaire. Mais de toute manière, il faudra quand même une réelle volonté politique pour faire changer le système. Et un jour d'aujourd'hui, je le sens pas. Je le sens pas. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bien. Ça a été Super. bon, parfait. Super, Est-ce que super. ça vous dérange si je prends une petite photo de vous? Bon, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Ouais, T'en connais, je suis déjà dans la caméra. Si vous voulez que je souris, je fasse la gueule, je fasse le vrai Madon, le Madon de cette là. Ça m'arrange. Très bien. C'est parfait. Merci. C'est parfait. Vous voulez récupérer ça? Si j'en fais une copie, ça vous embête? Vous pouvez le garder. Moi, je l'ai en PDF. Vous l'avez